Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue sur l'épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte. Je suis avec mon comparse Rafik Djoumi. Salut Stéphane. Salut Rafik. Et mon autre comparse Alain Mercier à la technique. Salut Alain. Hello. Salut Steph. Et aujourd'hui, on va se substituer à Ça le temps pour un film, on va se substituer à cette émission d'actualité pour justement parler d'un film qui sort en salle. On s'est dit, on va rater tout ce qui sort, on va rater Eddington, on va rater tous les films importants, on va parler de Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Qu'est-ce qu'on s'est marré. Voilà. Ouais. Et ça, c'est important pour nous pour une raison très simple, en fait, très basique, hein, c'est qu'on a quand même été biberonné, on avait fait tout un épisode sur les As, hein, ouais. Et on a été biberonné, à ce type de parodie. À l'époque. Régressive. Tout à fait. Mais pas que. Parce qu'on avait quand même bien parlé et on avait expliqué quels étaient les préceptes cinématographiques derrière ces films. Et du coup, comme Stéroïde est certes un podcast sur le cinéma d'action, mais aussi du coup sur les parodies de cinéma d'action, on s'est dit qu'on pouvait en parler. Voilà. Moi, j'ai fait Grimsby par exemple avec Arnaud. Excellent podcast. Ouais. Voilà, excellent film. Oui. Attention, voilà, tu vois. J'aurais aimé, tu vois. Tiens, tu vois, on cherchait les dernières comédies, voilà, tu vois. C'est Grimsby, tu vois. Mais j'aurais aimé rire autant. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Toi, t'as fait un effort. Je t'ai entendu pouffer 3 fois dans le film. J'ai pouffé 3 fois parce que je crois que je suis bon public sur certains trucs, tu vois. Mais on sent que tu avais envie de jouer le jeu. J'avais envie de jouer le jeu. J'aime bien. Faut peut-être recontextualiser un petit peu tout. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de pitcher ce film-là? Parce qu'en général, sans Stéroïdes, on pitch. Là, il n'y a pas vraiment besoin de pitcher. C'est en gros le seul truc qu'on peut dire, c'est que c'est le reboot suite Legacy Quell, je sais pas quoi, tu vois, de Naked Gun, donc de Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Y a-t-il un flic pour sauver le président et Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Voilà, c'est les 3 titres des classiques. Mettant en scène issus de la série télé Police Squad, qui mettait en scène le lieutenant Frank Drebin, et en fait, en gros, qui était interprété par Leslie Nielsen. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est que Liam Neeson le remplace joue son fils. Et joue son fils, voilà. Avec la logique de dire, on va reprendre ce même type d'humour qui est fait à base de gag en arrière-plan, donc slapstick, voix off absurde, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Oui, c'est ça, en gros... Et cette parodie... Parodie et jeu sur les conventions et sur la culture populaire, plus ou moins, du moment, parce que là, plutôt moins que plus, j'ai l'impression, dans celui-ci, avec parfois des choses qui vont directement piocher dans... ce qu'on imagine être ce à quoi le public pense pour en faire des gags. Là, comme tu parles du fils de Frank Drebin, donc il y a une scène un peu embarrassante, je trouve, où il se met à genoux devant le portrait donc de Liam Neeson, donc de celui qui est censé être son père, pour lui rendre hommage, et on s'aperçoit qu'en fait tous les flics du commissariat font la même chose. Celui qui joue le fils de Ned, c'est Ned, hein, c'est ça, et pareil, à genoux devant le portrait de Leslie Nielsen. Non, c'est pas Leslie Nielsen, c'est lui, donc voilà. Merde. Et on a non, c'est pas Burt Kennedy, je dis une connerie, ouais. Bon, bref. Non, et j'ai honte de pas retrouver son nom. Ouais. Et on arrive donc au portrait d'O.J. Simpson avec pareil ce qu'on imaginait être son fils en train de le prier et puis de s'arrêter en disant non en fait pas du tout. Voilà, puisque gag méta, étant donné que en gros depuis le Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood qui était sorti 2 mois avant les affaires de Simpson. En gros, il y a eu cet événement médiatique, il y a eu ce crime, il y a eu ce procès, il y a eu tout ça, et donc effectivement, maintenant, en disgrâce. Hein, il est en disgrâce, et surtout, il faut à la fois en parler pour l'évacuer aussitôt, en fait, dans le film, quoi. Mais ça, à la limite, alors voilà, ce qu'il faudrait peut-être aussi pointer du doigt, c'est qui reprend les affaires, en fait. On peut dire que c'est grosso merdo Seth MacFarlane, même s'il est vraiment crédité comme producteur, il a eu son poids. Il y a 2 noms. Il y a 2 noms quand même importants. Donc évidemment, cette saga-là, c'était une saga qui était créée par les frères Zucker et Jim Abrams, avec, on va dire, une continuité de ce qu'était Y a-t-il un pilote dans l'avion.
Et après, avec, ils avaient un peu laissé les rênes à Peter Segal, qui faisait sa première comédie à l'époque pour le 3e film, quoi. Et on sentait déjà qu'ils étaient un petit peu en train de lâcher l'affaire. L'idée de faire un reboot, ça fait quelques temps qu'on en entend parler. Moi, je me rappelle qu'il y a une douzaine d'années de ça, il y avait un des comédiens de The Office qui devait reprendre le rôle de Frank Drebin. J'imagine que c'était un peu pour la même logique, jouer le fils de Leslie Nielsen. Là voilà, le truc qui moi m'intéressait un tout petit peu, même si je dois avouer que la bande-annonce m'a vraiment laissé pantois, et il y avait pas un seul gag en fait qui me faisait rire là-dedans, c'était même assez embarrassant. C'est que effectivement t'avais l'association, alors Seth MacFarlane, moi je suis pas fan, mais c'était surtout Akiva Schaffer, quoi. J'allais dire Akiva Goldsman, putain. Non, c'est pas tout à fait la même scénariste de Batman Forever. Akiva Schaffer, effectivement, qui pour le coup nous a fait rire il y a une dizaine d'années avec The Lonely Island. Même 20 ans maintenant, parce que Lonely Island ça a 20 ans. Ouais, c'est sur Internet, c'était en 2005, et ils se sont fait connaître en faisant quelques sketchs, sur quelques clips en fait, quelques chansons. Ouais. Mais quelques sketchs d'abord sur Internet qui leur ont permis la grosse viralité, on va dire. C'était leur sketch avec Andy Samberg, parce que c'était la tête de gondole, et derrière donc t'as Akiva Schaffer et Jorma Taccone qui sont peut-être presque les entre guillemets les auteurs en fait de ces sketchs-là, quoi. Et Sandberg étant parti sur le Saturday Night Live, voilà, en gros ça les a fait exploser. Et effectivement là derrière, et ça fait quand même déjà plus qu'une quinzaine d'années, ils faisaient des sketchs, ils faisaient des parodies de chansons comme Dick in a Box, très très drôle, avec Justin Timberlake, I Threw It to the Ground, I Kissed in My Pants, enfin bref, tout ça on vous invite à voir ce que c'est. Let's Fuck Each Other's Mom. Ouais, je sais plus, Mother Lover, je sais pas quoi. Bref. Mais en fait, en gros, il y a plein de chansons très drôles, parodies de chansons de R&B et tout ça de l'époque, quoi. Et plutôt bien faites, en fait. C'est ça qui était drôle, parce que elles étaient bien écrites. Et ils en ont tiré d'ailleurs un film, en fait, de ce truc. On en avait chroniqué il y a très longtemps, en fait, dans les podcasts, audio, qui était un film qui s'appelait Popstar Never Stop Poppy, je sais pas, bref, ouais. Et Never Stop Stopping, je sais pas quoi. Et moi, j'avais trouvé ça plutôt drôle. C'était avec Andy Samberg, voilà. Et donc je me disais, on va voir ce que ce type Akiva Schaffer, et d'ailleurs je crois qu'il y a une apparition très très rapide de Andy Samberg. Ah bon? Très très rapide, on va en parler, mais je suis pas sûr, en fait. C'est vraiment un tout petit caméo. Ouais. Mais en fait en gros je me suis dit, Akiva Schaffer, on va voir ce qu'il va faire avec ce type d'humour. La vraie question étant maintenant, est-ce qu'il a vraiment les coups des franches, en fait, sur un film comme ça, quoi. C'est une franchise Paramount, c'est eux qui ont voulu le rebooter. Dans un premier temps, ils avaient laissé de côté David Zucker qui faisait un peu la tronche. Il fait toujours la tronche, voilà. Il s'en plaint là partout sur ses réseaux. Hein. Du coup, finalement, ils l'ont ramené sur la prod. Ceci dit, c'est intéressant parce que l'influence qu'il a eue sur le film, elle est très ambiguë, parce qu'en fait, lui, Zucker, il comprenait pas pourquoi les mecs s'acharnaient à vouloir faire la parodie d'un genre qui n'existe plus dans les faits, puisque en gros, le blockbuster du 21e siècle, ça a été tout au plus Mission Impossible, quoi, si tu veux. Là où Naked Gun faisait ouvertement référence à des films de détectives qui ont disparu pratiquement à la fin des années 70, quoi. Et c'est lui qui disait, en gros, pour faire une bonne parodie, vous avez besoin d'un public qui soit familier du genre, quoi. Donc aller ailleurs. J'ai plus l'impression que ceux qui ont voulu rester fidèles à la franchise Naked Gun, c'est les jeunes, entre guillemets. C'est Akiva, c'est Seth MacFarlane, dont on imagine qu'ils ont grandi avec ces films et qu'ils n'avaient pas envie de chier dessus, alors qu'ils auraient dû finalement s'en départir au maximum. En fait, le problème, c'est que sans aller jusqu'à Mission Impossible, sans aller jusqu'à tous ces trucs-là et tout, quoi, déjà, il faut pointer quelque chose du doigt, c'est-à-dire que moi, encore une fois, j'ai beaucoup regardé tous ces films, parce qu'on parle des Y a-t-il un flic, mais on parle de tous les Y a-t-il quelque chose, en fait, qui sont sortis chez nous, si tu veux, derrière, qui étaient des parodies qui utilisaient le visage de Leslie Nielsen pour essayer de vendre. Donc il y avait Agent 00,
qui était déjà une parodie de comment dire, de True Lies, de Mission Impossible, tout ça. Il y avait Dracula mort et heureux de l'être par Mel Brooks, quoi, qui était une parodie du Dracula de Coppola, en gros, mais aussi des vieux Dracula de la, comment dire, de la Hammer et de l'Universal et Monster. compagnie, ouais. Très embarrassant comme film. Très embarrassant quand tu t'attendais à voir Frankenstein Jr. aussi, c'est ça le truc, c'est-à-dire un film de l'auteur de Frankenstein Jr. qui est formidable, tu vois. Il y avait comment dire, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, le Détonateur, qui était une parodie du Fugitif. Alain l'a vu, donc il est en train de rigoler, tu vois. Il se rappelle, tu vois, vu, Alain, avec émotion. Je suis sûr qu'il il doit même avoir un DVD de Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde. Voilà, et y a-t-il un exorciste pour sauver le monde? Non. Comment dire, dont j'ai parlé dans l'émission sur Monster Squad avec Marie, comment dire, à l'époque on a fait l'émission sur Exorcist, mais ça c'était encore un petit peu avant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Enfin, y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Bref, tout un tas de merde et tout, ça pas vraiment drôle. Ça a été essoré jusqu'à plus soif, quoi. Mais ça, c'est début des années 2000 à peu près, quoi. Ouais. C'est-à-dire, voilà. Pour moi, ça pose la question fondamentale de la date de péremption de l'humour, hein. C'est quand même, de tous les genres cinématographiques, j'ai quand même l'impression que c'est celui qui se prend le plus dans la gueule les affres du temps, quoi. C'est difficile d'être hilar devant une comédie des années 30 ou 40 aujourd'hui, comme j'imagine que pour des jeunes actuels, voir un truc des années 80, ça demande un effort. Or, le problème, c'est que voilà, Naked Gun, c'est un état d'esprit d'une décennie qui est bien passé, quoi. Il s'est passé plein de trucs depuis. C'est pour ça que je pense que finalement ils auraient dû dire fuck off, quoi, bien sûr, à la déférence. Après il y a ça, il y a ensuite ce que j'allais te dire, le deuxième point que j'allais soulever, c'est qu'on en a parlé, c'est Leslie Nielsen qui joue c'est Liam Neeson qui joue le rôle. Le truc qui est intéressant, le casting là où il est intéressant, c'est que c'est l'idée de prendre, parce qu'aujourd'hui on connaît Leslie Nielsen pour, comment dire, c'est les comédies, y a-t-il un flic? Oui, alors que... Mais avant c'était un comédien sérieux. Oui. Et il y a encore, je veux dire, l'année de Police Squad, il jouait un méchant All Avenged dans Creepshow, quoi. Donc le truc, c'est tu veux, et ça marche plus, tu vois, tu peux plus parce que c'est Leslie Nielsen, quoi. Tu vois, il avait complètement ruiné. Planète interdite. Voilà, plus regardable, ouais. Voilà, à cause de ça, quoi. Et l'aventure du Poséidon. L'aventure du Poséidon, voilà. Non, mais c'était un acteur sérieux, quoi. C'est lui qui fait un truc genre oh shit ou je sais pas quoi, quand il voit arriver la vague. Et en fait, c'était un acteur sérieux qu'on a vu dans plein de films dans les années 50, 60, 70, voilà, 80, et qui en fait s'est fait détourner par lui-même, en fait, si tu veux, parce qu'il était très bon aussi. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est qu'il avait un timing comique assez parfait, en fait, dans les Y a-t-il un flic, quoi. Mais bon, tu peux plus voir le mec sérieusement. Là, l'idée avec Liam Neeson, qui quand même arrive à vraiment la fin de sa carrière, tu vois, de la fin de sa carrière, c'est que ça fait à peu près 15-20 ans que, en gros, il fait du Taken et des trucs comme ça, et que tu te dis, bon, en fait, si vous prenez Liam Neeson, c'est pour le faire parodier ce genre de film, logiquement, tu vois. Et en gros... Ce qu'on te laisse plus ou moins croire une seconde dans la scène d'ouverture. Ouais, et encore, tu vois. Parce qu'il met 3 coups de machin, quoi, tu vois. Il y a une parodie pas terrible de Kick-Ass, donc avec une gamine qui rentre dans ah ouais, toi t'as vu ça comme une parodie de Kick-Ass? Bah oui, okay, t'as des gros gars, des gros bad guys avec des flingues, et puis une petite écolière qui rentre là-dedans, et la petite écolière retire son masque, donc, et révèle la gueule de... Son masque à la Mission Impossible. Voilà, et révèle la gueule de Liam Neeson, qui, dans le plan suivant, tu le vois... voilà, en fait, il est... avec sa culotte rose, voilà. Moi, le seul truc qui m'a fait marrer dans cette scène, c'est qu'ils prennent un mannequin. Il prend un mec et en fait, à un moment donné, t'as bouffé à ce moment-là. J'ai bouffé parce que moi, ça me fait toujours marrer les mannequins. Ouais. C'est-à-dire quand tu cuts et que d'un seul coup, tu prends un cascadeur ou un comment t'appelles ça, un figurant et que tu cut et que ça te devient un mannequin, ça m'a toujours fait un peu rigoler, moi, ce genre de truc. Mais c'est un gag d'ailleurs qui est dans y a-t-il un flic pour sauver la reine? À la fin, quand le méchant, là, Ricardo Montalban, prend Priscilla Presley en otage, tu sais, il la prend en otage comme ça, puis après t'as le plan d'après où il la secoue dans tous sens. Et moi, ça me fait rire dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Donc excuse-moi d'être constant, Rafik Djoumi. J'ai l'impression que c'est plus du Jim Abrahams, ce genre de... Oui, possiblement. De conneries, mais en tout cas, ils ont essayé de refaire ce truc-là. Ils ont essayé de faire de trucs, en fait, où ils essayent de se taper dessus, puis en fait, finalement, ils font des checks ou je sais pas quoi, qui était aussi un gag que tu voyais dans tous ces films-là, quoi. Ils essayent de reprendre, en fait, certains de ces gags-là. Le problème, effectivement, comme tu l'as dit, c'est que c'est pas seulement en fait que je sais pas si c'est vraiment à ce point constitutif de l'ADN de Y a-t-il un flic. Et en plus, l'autre point derrière, c'est que en fait, il faut que ce soit
aussi des gags, tu vois, de situation. Et le problème, c'est que ça, ils oublient complètement de mettre en scène des situations qui permettent de faire des gags de situation. Enfin, moi, je trouve, en fait, c'est le premier point, quoi. C'est-à-dire que il y a par exemple, une scène entière, en fait, où t'as un méchant qui espionne Leslie Nielsen putain, je vais y arriver. Liam Neeson et Pamela Anderson, pour le coup. Encore une fois, bonne idée de casting. Moi, je trouve, en fait, c'est plutôt, voilà. D'autant plus que c'est faire partie des rares actrices qui assument leur âge à l'écran. Donc... Voilà, et qui est dans la vie d'ailleurs, parce que elle a décidé d'arrêter de porter du maquillage. Elle assume aussi, elle est assez. Moi, bon, j'ai toujours trouvé attachante, moi, comment dire, Pamela Anderson dans l'absolu. J'aime bien son côté. Enfin, moi, j'aime bien les personnages à la Van Damme ou à la, tu sais, des trucs comme ça qui deviennent en fait des icônes dans le monde entier juste parce que tu les reconnais comment dire, en 5 minutes et qui représentent quelque chose vraiment en fait à travers le monde. Cette chose est aussi futile, cette chose soit-elle, j'ai envie de dire, si tu veux. Mais je sais pas, Pamela Anderson ces dernières années au niveau de la géopolitique internationale, elle a joué son rôle. Ça c'est un autre non mais ça c'est un autre truc parce qu'elle au moins elle est constante avec elle-même, c'est ça qui est assez marrant. Mais ce que je veux dire, je parlais du côté bikini blonde, tu vois, américaine élevée au yaourt. Elle a su utiliser sa célébrité passée qui n'en reviendra jamais pour en faire quelque chose, c'est ça. Voilà, et le truc c'est que du coup elle m'est très sympathique, c'est très sympathique de la voir dans ce film. Ça fait partie c'est pas un problème elle dans le film, quoi. Liam Neeson un peu plus déjà, mais du coup en fait il y a ce truc où t'as le mec qui les espionne et qui voit de loin en fait une scène qui est supposément censée être une scène de sexe, qui est jouée dans dans l'appartement comme une scène de sexe, qui n'en est pas une dans l'appartement, mais que le mec en fait quand il utilise il a des lunettes spéciales qui permettent de voir comment on appelle ça, travers les trucs thermiques, voilà, effectivement, et du coup lui ce qu'il croit voir c'est des choses abominablement sexuelles, là où à chaque fois que tu rentres dans l'appart en fait c'est quelque chose de complètement con. Elle est en train de nettoyer le four, voilà, c'est ça, il est en train de mettre de l'huile, et tu crois qu'elle est en train de lui faire une fellation, voilà. Quoi, et après il y a le chien qui vient se mêler mais ce gars il était dans Austin Powers il y a 25 ans. Ouais. Alors, c'était pas tout à fait le même concept dans Austin Powers, puisque là, dans Austin Powers, c'était vis-à-vis du spectateur que ça jouait là où en fait. Non, pas que vis-à-vis du spectateur. Il y a aussi, oui, dans le premier, tu veux dire avec ça, mais moi, je te parlais aussi de, comment t'appelles ça, dans le troisième là, ou dans le deuxième, dans Austin Powers 2, où ils sont sous une tente avec l'ombre chinoise et les hommes de main qui viennent les voir, quoi. Donc, enfin bref. Pareil, ça a 25 ans, ces gags-là, tu vois, c'est envie de dire, créez-en des nouveaux, quoi. Et là, la question, c'est, est-ce qu'ils en créent des nouveaux ? C'est pas. Est-ce que t'en as vu de nouveaux, toi ? En fait, le problème, c'est même pas de créer de nouveaux gags. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est considéré comme drôle aujourd'hui. En fait, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les Naked Gun, ça a plus de 40 ans, Police Squad, c'est quoi ? C'est le début des années 80. Police Squad, c'est 82, et le premier Naked Gun, c'est 87. C'est ça, donc on est quand même 88. Quand même dans les 4 décennies, c'est énorme en termes d'humour, quoi. À la limite, Lonely Island, ils ont eu leur période où ils étaient en phase avec la culture populaire, etc. Je me serais plus attendu à ce que eux trouvent le ton juste. C'est-à-dire, moi, je suis vieux, j'ai connu ces vieilles comédies et je vois le décalage, alors que je devrais marcher, puisque basiquement ils reprennent les conneries qui me faisaient marrer auparavant. Tu vois, il y a un truc, je pense que si ça avait été dans les Naked Gun originaux, m'aurait convenu, c'est tout le délire autour des tasses de café, puisque dans tout le film... Moi, j'ai pouffé la première fois, toute première fois, mais quand ils le font 25 fois... Bah oui, bien sûr. Mais à la limite, je pense que si ça avait été vu dans les films d'époque, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, on spoil, c'est pas grave, enfin c'est pas un spoil, mais en gros, ils ont tout le temps une tasse de café type Starbucks à la main, et à chaque fois qu'ils arrivent dans une pièce, il y a quelqu'un qui leur tend hors champ une tasse de café, mais y compris quand ils sont en bagnole, quoi. Ils sont en bagnole et que t'as un mec t'as une main qui apparaît pour, voilà. Et donc c'est le gag récurrent du flic qui boit du café non-stop toute la journée. Mais je voyais ça et je me disais, ça aurait peut-être bien marché en 1987. J'ai passé le film à voir ce décalage, tout en me posant la question. Qu'est-ce qui est drôle aujourd'hui ? Qu'est-ce qui serait drôle ? Alors, en fait, le truc de l'adaptation en fait des gags, je vais te donner un exemple. Tu vois, à mon avis, tu l'as déjà oublié, cet exemple-là, en fait, dans le film, quoi. Mais moi, j'ai regardé cet exemple et je me suis dit, mais on s'en fout, en fait. Pourquoi vous faites ce gag, en fait ? Dans le premier Naked Gun, dans le premier Y a-t-il un flic, il y a ce moment, en fait, qu'ils essayent de répliquer ici avec Pamela Anderson et Liam Neeson, qui est ce moment, en fait, où, en gros, ils vivent leur histoire d'amour.
Et du coup, il passe une journée d'amour à manger du corn dog, à courir sur la plage, etc. À sortir d'une projection de Platoon en étant mort de rire, voilà, etc., etc. Ouais. Et en fait, le petit point sympathique du gag, en fait, si tu veux, de tout ce truc-là, c'est que ils sont tellement fous de leur amour qu'ils se rendent pas compte qu'ils foutent le bordel, en fait, là où ils passent, quoi. Et puis lui s'en va. Il lui dit bonne nuit, il s'en va. Tu vois les crédits de la chanson. Voilà, parce que MTV, quoi. MTV oblige, quoi. Donc ce gag, moi, il me faisait marrer, moi, à l'époque et tout, parce que effectivement, t'avais les références de ce gag. Là, ils te refont une scène. Alors, la référence à ce gag spécifique, en fait, ils le font ailleurs, pas dans la même scène. Mais en fait, ils te refont une scène comme ça avec un truc complètement bizarre comment dire, d'un comment t'appelles ça, où ils partent dans un chalet dans la montagne. Ils font de la magie noire. Et ils font de la magie noire et t'as un comment dire un bonhomme de neige qui se réveille et qui en fait couche avec eux. Voilà. Enfin bref. Qui ensuite. Alors quand tu le racontes, tu peux dire c'est plus rigolo, c'est pas drôle du tout. Ouais. Tu vois. Et en fait, il essaye de les tuer parce qu'il est jaloux parce qu'ils le mettent un petit peu de côté dans le trio, quoi. Et en gros, il le bute et puis enfin voilà. Donc t'as la fin de la séquence et puis c'était une scène qui a eu lieu. C'est-à-dire c'était pas un fantasme de Dream, c'était rien du tout. C'est vraiment une scène qui a eu lieu. Ils font pas, enfin la chanson, je crois que c'est encore autre chose, tu vois, etc., etc. Et la scène, bon, pour moi, elle tombe complètement à plat déjà. Ça, c'est le premier point. Mais la référence au truc MTV, donc c'est-à-dire au truc de consommation courante de notre époque, elle est dans un moment donné, il va chercher des vidéos. Dans l'antre du méchant, et qu'en lançant les vidéos qui sont sur un un disque dur, il y a des pubs YouTube, tu peux pas zapper, voilà. Des pubs nulles en plus, tu vois, mal faites, tu vois, enfin parodiques, foireuses, voilà. Donc du coup, t'es là en train de regarder ça, tu te dis mais en fait, ça marche pas, c'est un problème. Tu vois, encore une fois, moi j'en reviens à l'idée que c'est pas difficile de parodier, Taken. Enfin, je veux dire, Taken, il est prompt à la parodie sans problème, en fait, ce film, tu vois. C'est-à-dire rien que le côté Liam Neeson qui dit à sa fille, tu vas aller à Paris, tu vas te faire violer dès que tu vas sortir de l'aéroport, et dès qu'elle sort de l'aéroport, elle se fait agresser, elle se fait machin, etc., etc. Tu te dis, mais qui a écrit ce truc, quoi, tu vois. Donc tu peux parodier ça. Tu peux littéralement parodier ça. Effectivement, tu n'es plus du tout dans le style vieux film de détective noir, etc., etc., voix off, tout ça, tu vois. Mais adapté au public actuel, adapté en fait au cinéma actuel, quoi. Parce que il est là aussi le problème de la parodie, c'est que effectivement, comme tu l'as dit, moi je pense que c'est même pas, c'est qu'il parodie Naked Gun, il parodie même plus vraiment en fait, Oui, c'est ça, Naked Gun parodie les films noirs et et même les films d'action de son époque, là où celui-ci se contente en fait d'être un écho lointain d'un type de comédie qui existe. Ouais. Mais encore une fois, pour moi, ça pose la question de la nature de l'humour. C'est pour ça qu'en sortant, je t'ai posé la question de savoir quelle était la dernière comédie qui t'avait fait marrer, parce que on en trouve plus. Et ça, ça veut dire quelque chose, quoi. S'il est devenu difficile de nous faire rire aujourd'hui avec des fictions, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bon, je pense on a besoin pour se marrer. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, en fait, le truc de la comédie, d'action, même si c'est pas tout à fait ça, Naked Gun, c'est une parodie du cinéma d'action. En gros, ça a été complètement travesti par Marvel, déjà dans les années 2010. C'est-à-dire qu'en fait, Marvel, c'était à la fois les films d'action et à la fois les parodies des films d'action, puisqu'en fait, ils font des blagues où ils désamorcent, en fait, en gros, les actions qui sont mises en place, tu vois, dans le truc. Ce qui fait que je pense que, sans même donner, tout le monde sait ce qu'on pense de Marvel ici, mais sans même donner, en fait, un jugement de valeur sur ce que c'est, en gros, l'idée que le public puisse se réunir et rire de bon cœur devant un film, ce contrat est rempli par Marvel. Okay, en tout cas, il a été rempli dans les années 2010. Tu vois, je veux dire, toi, tu les vois plus les films, mais en fait, moi, j'en vois quelques-uns, mais mais tu les vois pas en salle et tu les vois pas avec les gens qui sont morts de rire. Et moi, je sais que par exemple, le premier Avengers, vraiment, il y avait des gags que je comprenais pas. Je me suis tourné vers Arnaud, je fais pourquoi il y a un gag là? C'est quoi le gag ensemble qui fait rire? Ouais, voilà. Et qui rigole, tu vois, ces trucs-là. Mais t'avais ça dans Avengers Endgame, dans tout ce que tu veux. La question, elle se pose pas, tu vois, comme ça, quoi. Après.
il y a effectivement quelques comédies. On a cité par exemple Grimsby, on a cité Sacha Baron Cohen, on a cité comment dire, qui on peut citer encore, Judd Apatow, on en parlait en sortant. Judd Apatow par exemple, ça fait 10 ans qu'il a pas fait une vraie comédie en salle. C'est-à-dire que son film King of Staten Island, c'est pas tout à fait une comédie, voilà, c'est quand même une comédie dramatique. Trainwreck, comment dire, avec Amy Schumer, c'était sa dernière comédie en salle. Donc et je parle d'un représentant de la comédie. C'est-à-dire je parle de quelqu'un qui, comment dire, voilà, il y a aussi un autre problème, c'est-à-dire que les comédies américaines chez nous, on sait que ça se plante complètement. Donc les Will Ferrell, les trucs comme ça, enfin je veux dire, Anchorman, Anchorman 2, il est jamais sorti en salle par exemple chez nous. Adam McKay, lui, il a aussi lâché ce terrain-là pour aller sur autre chose. Donc en fait, il y a tout un terreau de la comédie, à proprement parler, quelle qu'elle soit, hein, j'entends, en fait, qui a littéralement disparu des écrans, qui me semble n'a pas été totalement remplacé sur Netflix, par exemple, en fait, par des comédies, en tout cas dont on entend parler. Aussi parce que je pense qu'une vraie comédie populaire, c'est une comédie que tu vois en salle et que tu rigoles avec les gens, en fait, quand tu vas le voir en salle. Moi, je sais que pour avoir vu des films comme Marie à tout prix, à l'époque, pour avoir vu des films comme Team America, en salle et tout, et voir les gens se tomber par terre de rire, si tu veux, tu te dis, ok, c'est un effet quand même, tu vois ce que je veux dire, général, qui fait que ça fonctionne et tout. Donc là, celui-là, on l'a vu en salle, pour le coup, donc, et en fait, il y avait des influenceurs, des journalistes, donc on sait que, comment dire, ça rigole pas aussi facilement que dans une salle qui a payé sa place pour aller voir le film, hein. T'avais quelques rires gras à côté de toi, mais globalement, enfin, c'était pas l'hilarité générale, Non, quoi. clairement pas. Donc, je pense que, comment dire, recréer ça, ou voire même, en fait, si tu veux, aujourd'hui, parce que, sans parler de blockbuster pour Y a-t-il un flic à l'époque, c'était des vrais succès en fait, c'était des succès énormes, oui, quoi. Mais par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que déjà à l'époque, les Naked Gun, c'était une version pour moi amoindrie et un peu conservatrice de ce qu'avaient été les précédents films des As. C'est-à-dire que Airplane ou Top Secret, c'était quand même de l'humour considéré comme agressif à l'époque où c'est arrivé, même si accidentellement, je dirais, ça a été un carton cosmique, le premier Airplane, là où Top Secret c'est un peu planté. Mais quand ils arrivent avec Naked Gun, ils ont déjà mis de l'eau dans leur vin, ouais. Et c'est aussi ce qui va faire que ça va vraiment marcher auprès de tout le public. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui étaient complètement dépassés par l'humour trop edgy, on va dire, trop jeune à l'époque de Airplane et Top Secret, ils ont pu accepter Naked Gun parce qu'ils avaient eu le temps de digérer un peu la sûr, il y a quand même, entre Airplane et enfin, entre y a-t-il un pilote dans l'avion et y a-t-il un flic pour sauver la reine, il y a littéralement 8 ans d'écart. C'est ça. Et du coup, une culture populaire qui a un peu évolué et les gens se sont mis à la page. Pareil, quand tu parlais de Marie à tout prix, ça arrive presque une décennie après Dumb and Dumber, qui était un film... Non, c'est arrivé 4 ans après. 4 ans seulement? Ouais. Moi, j'ai eu l'impression, pour le coup, qu'on avait changé de cap, en fait, si tu veux. Parce que Dumb and Dumber, c'était quand même edgy, entre guillemets, là où Marie à tout prix, c'était vraiment très largement grand public. Alors que c'est à peu près le même humour agressif et pipi caca, mais les gens avaient eu le temps de se mettre à la page. Et après, ça avait été un carton, hein, Dumb and Dumber aux États-Unis, pas en France. Aux États-Unis, mais pas en France. Oui, mais j'avais été à la projection de presse de Marie à tout prix, et ça hurlait de rire dans tous les sens. Ouais. C'était des gens qui avaient commencé. Je pense qu'il y a l'aspect comédie romantique, même s'il est détourné, qui joue un petit peu dans cette envie. Moi, le truc que j'aimerais rajouter juste en fait sur la problématique aussi de l'humour sur ce film-là, c'est que en fait, j'entends ce que tu dis sur le côté, bon enfant de y a-t-il un flic pour sauver la reine, mais il y avait quand même un côté révérencieux où on prenait des sosies de la reine. Et on lui envoyait des patates dans la gueule, oui, tu vois. Il y avait ça. Khomeini et Gorbatchev à qui on effaçait la tâche, tu vois. Il y avait dans le 2, t'as quand même George Bush et Barbara Bush qui se prennent des coups dans la gueule et tout ça. Voilà, ça pour le coup, c'est le côté. Et tu te dis, comique troupier. Tu te dis, mais faites-le. En fait, je suis sûr que tu pourrais pas le faire aujourd'hui, ni avec Biden ni avec Trump, si tu veux, parce que en fait, Biden, tu te foutrais de la gueule du tu sais, on te dirait, mais vous vous moquez d'un sénile, tu vois.
Et Trump, vous manquez d'un, tu vois, enfin, il a parodie de lui-même, enfin, ce qu'on t'expliquerait. Et en fait, du coup, il y a un problème où tu te dis, mais le bad guy de ce film aussi fait plus ou moins référence à Bezos ou ouais, mais plus ou moins, même, j'ai envie de dire quoi. presque, hein, parce que franchement, ça pisse pas très loin, le truc, tu vois. Pareil, j'étais surpris qu'ils en mettent pas une couche supplémentaire, qu'ils chargent pas la mule. Il y a cet humour-là, moi j'appelle ça l'humour comique troupier. En gros, on va prendre une célébrité et lui mettre un bateau dans le cul. Mais il y a aussi tout le côté déconstruction, c'est-à-dire de jouer avec les codes du genre. Ça faisait quand même partie intégrante de l'humour des Naked Gun. Et ça, je pense que c'est un truc. Aujourd'hui, on est censé être passé à autre chose. Et en fait, justement, si on regarde ce qui s'est fait sur Internet sur la dernière décennie, on a eu des phénomènes, on va dire, des trucs un peu sortis de nulle part, comme je pense évidemment à cette vidéo qui s'appelle Too Many Cooks, et une autre dont le titre m'échappe, qui est plan fixe d'un grizzly pendant 1 heure ou je sais pas quoi, qui en fait est une vidéo qui est pas du tout ce que son titre prévoit, quoi, et qui sont basés sur un humour qui à la fois joue de la connaissance parfaite de la culture populaire des gens. C'est pour un public qui regarde beaucoup trop de fiction, beaucoup trop de choses, qui finalement a tout compris au code, et on l'emmène dans un côté destructeur et presque dépressif, on va dire, qui paradoxalement devient rigolo, alors que c'est horrible ce qu'on te montre. Donc c'est pour ça que tu vois, le coup du film d'horreur avec le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige, pour moi, c'est la version foirée de cet humour-là. Après, il y a un autre truc, c'est que là, ce que tu pointes du doigt qui est intéressant, c'est que j'allais dire, en fait, si tu veux, que en fait, à cause de l'explosion des canaux de diffusion et des médias, tu te retrouves en fait avec une logique où, par exemple, en fait, si tu veux aller sur Netflix, parce que nous, on n'avait pas du tout accès à ça il y a ne serait-ce que 15 ans, tu peux avoir accès à tous les comédiens de stand-up. Et en fait, avec un panel complètement large. Ça va alors maintenant, lui, il est persona non grata, donc j'allais dire, ça va de Louis C.K., tu vois, à Bill Burr, à Annette, à tout qui tu veux, etc., tu vois. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que, et t'en as pour littéralement tous les goûts d'humour, tu vois. Donc ça c'est le premier point, tu vois, c'est-à-dire c'était un truc qui était des HBO specials aux États-Unis, mais aussi eux ils ont un comment t'appelles ça, enfin il y a un historique là-dessus où ils peuvent aller en fait dans les publics citadins, peut aller en fait les voir jouer devant eux en salle, enfin dans une salle en fait, voilà. Le truc c'est que ça, nous on a accès à ça, donc d'un seul coup on a un canal d'humour en fait sur lequel on a accès. On a Internet effectivement qui, pour moi, fait de l'humour d'internet. C'est-à-dire, en fait, en gros, qui ne peut exister que sur internet. Voilà, parce que les mèmes, en fait, répondent à des mèmes qui répondent à des. Mais voilà. Mais au-delà de la question. Et que pour le coup, il y a une comédie qui a essayé de faire. Il y a un type de comédie qui a essayé de faire ça au cinéma, qui a cartonné, hein, que moi je trouve à chier personnellement, qui sont les 21 Jump Street des deux bozos, là, Phil Lord et je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, moi je trouve ça nul parce que très sincèrement, et à un moment donné, en fait, t'es obligé. Parce que c'est ça aussi le truc avec les Naked Gun, c'est que quoi qu'on en dise, il y avait une structure en fait dans ces films-là. C'est-à-dire que, en gros, ce qui fonctionnait dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, ce qui fonctionnait aussi dans Naked Gun, c'est qu'à partir du moment où il parodiait un genre, le plot en question pouvait fonctionner dans ce genre-là. C'est juste qu'en fait, il poussait les potards pour en faire quelque chose. Oui, mais voilà, mais faut pas oublier que si la série Police Squad s'est plantée au début des années 80, c'est parce que la moitié du public télévisuel l'a regardée comme une vraie série policière. Voilà. Et qui trouvait qu'elle était pas très intéressante, en tout cas moins que Columbo, quoi. Ouais, et puis surtout pas très. Enfin, je pense. Il rigolait pas, mais c'était pas crédible pour autant. Mais ça veut beaucoup dire sur, encore une fois, sur le fait que l'humour ne fonctionne toujours dans un contexte social donné par rapport à un public qui est prêt à accepter ça. C'est pour ça que je me dis. Bon, encore une fois, je reviens à ces délires à la Too Many Cooks, etc. On sait qu'il existe un public qui aujourd'hui en est à ce point-là. Tu peux pas leur demander de retourner en 87, quoi, à ces gens-là. On va voir. Alors nous, on l'a vu en avance. On va voir si le film va marcher aux États-Unis. Quand tu parlais de Netflix, ça m'a rappelé qu'il y a un gag dans le générique de fin, puisqu'il y a carrément marqué mon code Netflix est un code qui en finit pas, si t'as envie de le noter. Et durant ce générique de fin, il y a un truc où moi, je me suis posé la question de savoir si c'était
c'était un gag ou pas, parce qu'à un moment donné, tu as une liste hallucinante de noms qui sont tous des noms que j'imagine être indien ou tamoul, quoi. Et un peu plus tard, tous les noms sont devenus des surgulu bululu avec des accents partout. Et j'étais en train de me dire, mais c'est... Non, c'est juste tes racistes. Voilà, et je me penche vers toi et je te dis, mais t'as vu, il y a que des Suédois là. Non, c'est de la délocalisation. Et justement, et toi tu me dis c'est de la délocalisation. Et là je t'ai répondu, je crois que c'est le meilleur gag du film. Mais parce que t'es raciste, Rafik, c'est tout. Non, mais parce que c'est aberrant de voir ce type de noms apparaître tous ensemble et en même temps ça te révèle comment le film a été fabriqué, quoi. Et là oui, bien sûr. Bah ça pour moi ça serait drôle de jouer avec ça. Mais en fait le truc qui est assez amusant, je trouve, avec ce film, c'est que le film est pas drôle du tout, hein. Je veux dire, si les gens n'avaient pas compris, hein, encore depuis qu'on parle là depuis tout à l'heure, quoi. Le film nous a quasiment pas fait décrocher un rire, quoi. T'es un peu embarrassé pour Liam Neeson. Moi j'aime beaucoup comment il s'appelle. Si, y a un truc qui m'a fait Paul Walter Hauser, m'a fait sourire, mais alors c'est vraiment en un clin d'œil, hein. C'est quand il arrive à la soirée et t'as tous les portraits du milliardaire. T'en as un que tu vois presque pas, il est complètement au fond à droite où il est comme ça en train de se tenir le menton et il y a marqué les gens brillants se tiennent toujours le menton. Voilà, c'est tout. Ça m'a il y a aussi une référence à comment dire, parce que c'est ça aussi le truc avec Naked Gun, c'est que moi j'arrête pas de sortir des phrases, tu vois, enfin j'ai quand même, tu sais, Arnaud et moi on s'est connus oui, je sais. avec cette magnifique phrase de quelle belle fourrure. Tu vois, voilà. et là tu as un clin d'œil dans le film à ça. T'as un clin d'œil à ça parce que tu vois, en fait c'est what a beaver en anglais, et t'as un clin d'œil où tu vois effectivement le beaver en question, c'est-à-dire le castor géant. Ouais, un castor géant qui est dans la scène, et moi je me suis penché vers toi, je t'ai fait référence subtile, tu vois, mais le truc si tu veux c'est qu'il ne sert à rien, hein, ce qui va faire rire peut-être 3 pélos, quoi, et je suis même pas sûr, tu vois, c'est ça le truc, quoi, parce que même moi qui ai compris la référence, ça m'a pas fait rigoler, quoi. Le truc c'est que je pense en fait que effectivement il y a un côté totalement éclaté de l'humour et de la comédie aujourd'hui qui fait que déjà tu peux pas courir dessus au cinéma. Je pense qu'il y a aussi une partie du public qui est plus prêt à payer pour ça en fait au cinéma, c'est-à-dire qu'en gros déjà, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont au cinéma aujourd'hui, même si les Américains, c'est les studios américains essaient de te montrer que tu vois comment dire, que si regardez, en fait on a les chiffres en dollars constants et non constants, que en fait ce film a plus cartonné que ce classique d'il y a 40 ans. Il y a tout un espèce de truc à essayer de te montrer ça, mais je pense aussi que tout simplement en fait aujourd'hui quand tu vas payer ta place non pas $5 comme à l'époque, mais 25 €, tu vois, pour aller voir un film, bah tu te dis une comédie qui va pas m'en foutre plein la gueule, j'y vais pas forcément, quoi, tu vois. Encore une fois, ouais, je pense que les gens sont en attente d'une autre façon une autre façon de se marrer. Alors que je vais te faire de la peine, mais de voir un film en salle avec derrière tout le monde, il y a une comédie qui a cartonné, hein, il y a 2-3 ans, et que tu n'aimes pas du tout, à ce qu'on m'a dit, qui s'appelle Everything Everywhere All at Once. Mais c'est pas parce que c'est pas vraiment une comédie non plus. Bah, c'en est une. Ouais. Et pourtant, si, c'en est une. Mais le truc, c'est que justement, moi, c'est ce que j'appelle une comédie métamoderne. Ça veut dire qu'elle est post-moderniste. C'est-à-dire que les As, ils étaient, malgré eux, je pense pas qu'ils l'ont intellectualisé, ils étaient post-modernes. C'était les mecs qui faisaient que de la déconstruction. Ils prenaient le genre dans lequel ils travaillaient, ils disaient aux gens, vous et moi et nous, on sait exactement comment ça marche, on n'est plus dupe, donc on va tout déconstruire et ça va être drôle de tout péter, en fait, de tout casser, quoi. Et on en a bien profité pendant des décennies, et on en arrive aujourd'hui au fait qu'on a tellement déconstruit tout que il y a plus rien qui tient debout, quoi. Donc on a besoin d'autre chose, et l'autre chose, il est proposé par ces films-là et ces succès surprises, c'est justement d'aller tellement loin dans la déconstruction qu'à un moment donné tu reviens à une forme de sincérité, entre guillemets. Là, t'es toujours en train de parler d'Everything Everywhere. Oui, mais justement, je pense que l'humour pourrait se construire là-dessus. Ouais, en fait. je vois pas la sincérité du film personnellement, mais le truc c'est que en fait, ce que j'entends, en fait, pour moi, en tout cas, j'ai du mal à le considérer comme une comédie.
En tout cas, par rapport à tous les autres films qu'on a cités, que ce soit les 21 Jump Street ou les trucs comme ça, je pense que c'est un film avec de l'humour dedans. Je pense que c'est une comédie dramatique, si tu veux. Mais est globalement une comédie, mais effectivement qui joue avec tous les gens connus et imaginables, mais principalement celui quand même de la comédie. C'est quand même l'histoire d'une j'adore parce famille qu'il ferme ses yeux pour le dire et tout. Qui a des emmerdes avec ses taxes. Enfin, c'est un pitch de comédie le film au départ. Ouais, je sais pas, moi, tu sais, comme je serais incapable de pitcher le film, mais voilà. Mais je prenais cet exemple pour montrer une voie possible. Ou Rick and Morty, c'est une comédie aussi, Rick and Morty. Mais ça, c'est la télé, c'est pas pareil. Justement. Et puis Rick and Morty, ça a déjà 12-13 ans. Mais la nature de l'humour de Rick and Morty, c'est un humour post-déconstructiviste, quoi. Donc vraiment, on a tout pété, on sait que tout est cassé. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un sens là-dedans, dans les débris, quoi, si tu veux. Et là, le film Naked Gun, au lieu de chercher une voie, il te dit non, mais finalement c'était bien en 87. C'est dit dans le film, hein. C'est dit. En fait, ils te disent ouvertement, c'était mieux avant. C'était mieux avant, bah ouais. On pouvait rigoler sur les gags misogynes et fumer des cigares en intérieur. Bah ouais, mais bon, il nous a fait le coup déjà cette MacFarlane avec Ted. Carton. Oui, carton, mais film pour le coup, film doudou. Enfin, je veux dire, c'est littéralement le sujet du film, quoi. Ouais, et puis c'est pas film doudou, et puis surtout. Enfin, je veux dire, je pense, en fait, c'est Saw 2012, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est le problème. Moi, c'est le problème que j'ai avec aussi les 21 Jump Street et 22 Jump Street, des trucs comme ça, c'est que pour moi, c'est des films qui ne fonctionnent que, en gros, si tu veux, à l'époque où ils sont sortis et qui sont déjà dépassés par leur humour, en fait, 5 ans après, quoi. Et le truc avec Ted, enfin, je veux dire, c'est que quand il a fallu faire une suite, je pense pas que t'aies vu, mais moi je l'ai vu, tu vois, pour le coup. En fait, ils se sont posé la question de, mais est-ce que le personnage de Ted existe vraiment comme un être humain, ou est-ce qu'il est, et d'un seul coup, en fait, ils éventent totalement littéralement le seul leur concept et le gag de leur concept, en fait, si tu veux, dans le précédent film, c'est dire à quel point tu pouvais pas vraiment faire autre chose que ce qu'ils ont fait, quoi, tu vois. Ouais. Et dans le premier, je veux dire, tu vois, et qu'à mon avis, si tu te poses trop de questions sur ce que c'est Ted, ça marche plus, en fait. Tu peux plus, le film marche plus, quoi. Bah oui, mais là, tu devrais te poser une question quand tu fais un truc comme Naked Gun, pas de dire est-ce qu'on rend hommage ou pas à la franchise originale, mais qu'est-ce que le public vient chercher là-dedans réellement, c'est-à-dire pas encore une fois lui proposer rappelle-toi c'était quand même marrant ces gags, cette déconstruction du genre, et donc reprends un peu une tasse de café dans la gueule et pouffe de rire parce qu'il y a un détail au fond de l'écran qui est même le détail en question, c'est que lui il est en train de tabasser un gars, en fait, si tu veux, quand tu vois ce gag en arrière-plan, il est en train de tabasser un gars que c'est pas un gag. En fait, le plot en a besoin pour qu'il avance, pour qu'il rentre dans le truc, et tu te dis, mais c'est pas un gag, ça. Enfin, normalement, ce qui se passe derrière, en arrière-plan, c'est que, en fait, c'est censé nous distraire de ce qui se passe en premier plan. Et là, en fait, si tu veux, le narrativement parlant, l'importance, elle est à l'arrière-plan, elle est pas au premier plan, ce qui fait qu'ils ont absolument pas compris comment utiliser ce gag, en fait. Mais tout ce film, hein, d'ailleurs, je pense, a ce problème. C'est-à-dire que on en revient à un point que je pointais du doigt au tout début du podcast, qui était de dire, ce qui est important, en fait, la raison pour laquelle nous, on aime Naked Gun et qu'on peut encore en rigoler aujourd'hui, c'est qu'en fait, on aime la façon dont eux détournent des images cinématographiques. Alors, le meilleur de tous, c'est Top Secret là-dessus, tu vois. Mais t'as ça, en fait, en tout cas, dans les deux premiers, Naked Gun, quoi. T'avais ça. Là, en fait, l'humour... est cuté aussi parce que les gags sont cutés dans le montage. En fait, il y a tout un tas. Enfin, c'est à peu près fait comme un film actuel, tu vois. Et du coup, en fait, les gags tombent à plat parce que les mecs il y a pas le tac au tac, en fait, quand ils se répondent en face à face. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à peu près fait comme un film actuel. J'ai l'impression que c'était plutôt fait comme un film des années 90. Moi. Tu trouves? Moi, je trouve que c'est un film qui a la lumière de ce qu'on voit aujourd'hui, qui est monté comme ce qu'on voit aujourd'hui. Le braquage de banque au début, c'est effectivement vaguement une référence à The Dark Knight. Vaguement, très vaguement, oui, mais de toute façon, même les Naked Gun originaux, ils ont jamais vraiment réussi à parodier Rambo efficacement, quoi. Non, si, en tout cas, dans Hot Shots, si, ça marche, tu vois, mais en fait, et dans Hot Shots, ça marche avec des gags, enfin, je suis désolé, dans Hot Shots 2, ça marche avec des gags, enfin, je vais répéter ce truc qui, moi, me fait hurler de rire, si tu veux, mais c'est, bon, déjà, par exemple, dans Rambo 2, t'as ce moment où elle sort de l'eau, et puis dans Hot Shots 2, pardon, elle sort de l'eau, elle a une comment dire,
cheveux tout secs, ouais. Ouais, non mais non, justement, elle a une espèce de merde, de poulpe en fait sur le regard, mais en fait c'est un gag qui se fout de la gueule de la moumoute de Stallone dans Rambo 2, tu vois. Mais moi, le gag qui me fait hurler de rire dans Hot Shots 2, c'est le gag où il prend une poule. Ouais. Tu vois, et pourquoi il me fait rire ce gag? Parce qu'il me fait pas plus rire que ça en fait dans Hot Shots 2, il me fait rire parce que quand je l'ai revu Rambo 2, j'étais mort de rire parce que j'ai compris d'où venait leur ref en fait par rapport à ça. Et ça c'est là où c'est très fort, c'est que t'es même pas en train de regarder Hot Shots 2 et Hot Shots 2 te fait rire quand tu revois la source originelle, tu vois. Là, le problème en fait si tu veux, c'est que t'as pas ça en fait. Tu penses jamais au film de Liam Neeson puisqu'en fait ils y font jamais vraiment référence. Tu penses jamais, je sais pas, tu penses que au premier Naked Gun et en plus t'as envie de leur dire mais comment en fait, c'est-à-dire par exemple quand vous rendez hommage à Leslie Nielsen. Toute l'idée, c'est il faut que tu reviennes me voir, donne-moi un signe, tu reviens me voir avec un hibou et tu fais pourquoi Et là, le hibou l'aide et il y a toute une scène en fait avec un hibou. Tu fais mais en fait, je veux dire, à part le fait qu'il a fait référence à Leslie Nielsen et que ce serait son retour dans le film là-dedans, la scène est complètement con en fait, elle est complètement naze. Je crois qu'il y avait du Harry Potter dans l'affaire parce que certainement, mais en fait. Oui, non, mais pareil, j'ai pas compris. Tu vois, je veux dire, ou alors le hibou il est blanc et l'autre avait les cheveux blancs. Enfin, tu vois, c'est ça le truc. En fait. Quelle que soit la raison, on l'a pas compris. Donc en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, ok, donc ça ne marche pas votre gag. Vous avez voulu faire une ref à ça, pareil. Il y a Machinette qui réapparaît là, comment elle s'appelle, Priscilla Presley. Techniquement, c'est la mère du héros de Frank Drebin Jr. Et en fait, elle a même pas une phrase. Elle fait juste oh quand elle le voit son cul à la télé, quoi, tu vois. Donc là, tu te dis mais réfléchissez à tout ça, en fait, je sais pas, tu vois, amorcez-le, faites quelque chose, tu vois. Et il y a rien qui fonctionne là-dedans, quoi. Donc, j'en veux pour preuve que les mecs essayent de détourner le gag de fin de Police Squad, qui est ce moment, en fait, où il y a un arrêt sur image, qui, eux, miment. Et en gros, eux le miment, les autres ne le miment pas, puisque c'est un arrêt sur image. Un véritable arrêt sur image. Et du coup, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et en fait, ils disent qu'est-ce qui se passe tout en ayant commencé à le mimer. Donc tu te dis, mais. Oui, bien sûr. Il est où le gag en fait? C'est quoi la logique en fait de votre gag et tout? Et en fait, c'est d'un seul coup de briser le quatrième mur et de s'adresser au spectateur, tu vois. Mais le film, il aurait dû faire ça dès le premier plan en fait, si tu veux. C'est ça déjà le truc. C'est-à-dire que dès le début, en fait, il y a cette notion où on le sait que Drebin il s'adresse aussi au spectateur en fait la plupart du temps, quoi, tout en restant extrêmement sérieux et tout, quoi. Donc il y a vraiment un truc où tu te dis toutes les pistes de réflexion qui avaient été mises en place dans ces films et qui sont à mon sens des pistes de réflexion cinématographique, c'est-à-dire tu détournes un genre. Tu prends culturel au moins, c'est-à-dire qu'on sait on sait à peu près où les gens en sont culturellement, qu'est-ce qu'ils comprennent dans ce qu'ils voient, et à partir de là, on joue avec ça. Il y a une connivence dans cet humour qui est, encore une fois, vous et nous, on n'est pas dupes, on sait que que le cinéma ça marche comme ça, que c'est des comédiens qui font semblant et qu'il y a des effets spéciaux et qu'il y a un mec hors champ. Mais t'as l'impression que les mecs ils le savent pas en fait dans ce film. Mais justement, c'est même pas ça, c'est que aujourd'hui c'est 40 ans après, on est passé complètement à autre chose. C'est pour ça que pour moi il y a vraiment la nécessité d'un reboot, non pas d'une franchise, mais un reboot de l'humour. Sur quoi on base l'humour cinématographique? Oui, mais enfin encore une fois, là je pense aussi il y a quand même la notion qu'on a vu un film qui est mal foutu. C'est faut le dire ça, parce qu'en fait par exemple il y a un autre gag où à un moment donné en fait il remplace Drebin, donc Liam Neeson en fait est interprété par, c'est un gag vers la fin du film, c'est quasiment rien, par Dave Bautista. Et en fait, le gag, c'est que c'est Dave Bautista qui joue le rôle et en fait qui remplace Liam Neeson qui serait arrivé en retard entre guillemets sur le plateau. Tu vois ce que je veux dire à ce moment-là? Et il lui dit merci de m'avoir remplacé et tout, quoi. Mais c'est tellement pas amorcé, tu comprends tellement pas dès le début qu'il joue Drebin, tu vois, que l'autre en fait joue comme si, enfin le personnage en face joue comme si c'était encore Liam Neeson, que tu te dis mais en fait le temps que tu comprennes le gag est éventé, donc tu rigoles plus, alors que bon potentiellement t'aurais pu te dire tiens ça aurait pu être marrant, ça aurait pu être bien foutu, bien amorcé, amené en fait par la mise en scène, ça aurait pu être marrant, tu vois. Là, les mecs ils se sont dit non on va le faire comme ça, puis on rentre ça au chausse-pied, quoi. Bon. Donc c'est très puis j'ai l'impression aussi qu'il y a un autre truc, c'est que l'irrévérence en fait dont je parlais vis-à-vis de on va se foutre de la gueule de on va dire de
des méchants non mais voilà, des grands de ce monde, tu vois, actuels là, tu vois, comme ils pouvaient le faire à l'époque. Comme ça, on vous spoil le gag post-générique, pas besoin de rester jusqu'à la fin du générique. C'est Weird Al Yankovic qui a été engagé pour jouer après seul qui est encore vivant de tous les films et qui est pas persona non grata apparemment, si tu veux quoi. Mais le truc, si tu veux, c'est que moi ce que je voulais dire, c'est que ça révèle aussi à un moment donné que l'humour de ce film-là, il est totalement inoffensif. Et sans dire qu'il était ultra offensif, hein, celui de Naked Gun à l'époque, il essayait quand même des trucs, tu vois. Encore une fois, il avait pas peur d'être, même un peu boomer, tu vois. Mais le truc là, c'est que tu te dis, tu vois que c'est un truc où ils se disent, oh là, il faut qu'on évite ça et tout. Ce qui fait que, à un moment donné, t'as une espèce de scène où il se retrouve avec 2 flingues. John Woo style ou je sais pas quoi, tu vois, puis en fait il leur envoie juste les cartouches dans la gueule et il leur claque la tête avec ça. Je veux dire, il envoie un truc qui pète la dent d'un gars, il récupère la dent, il lui renvoie dans la gueule. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est pas drôle en fait, ça marche pas en fait, tu vois. Donc c'est totalement inoffensif, c'est un paix dans le vent le truc, quoi, tu vois. Je veux dire, à un moment donné ça va disparaître et puis on se dira, ah putain, c'est vrai, il y avait eu un. De la même manière qu'on se dira, c'est vrai qu'il y avait une préquelle à Dumb and Dumber. On se dira, tiens, c'est vrai qu'il y avait un reboot de suite de Naked Gun avec Liam Neeson, quoi. Enfin, on va voir, hein, peut-être que là, au moment où on enregistre, le film n'est pas sorti aux États-Unis. Quand vous verrez cet épisode, il sera sorti. Donc peut-être ça sera un carton atomique, mais j'ai quand même beaucoup de mal à le croire, quoi. Donc voilà. Donc c'est bon, on aurait dû s'en douter, effectivement. Hein. Moi, je trouve que la façon dont ils font parce que ça, je sais pas si je l'ai fini ma phrase tout à l'heure, mais la façon dont ils font de l'humour dans la promo fonctionne mieux que dans le film. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo de promo de Naked Gun où ils te font croire que toute la scène d'ouverture que tu as vue dans la bande-annonce, en fait, est fait en practical. Ce qui est évidemment pas possible du tout. Pour vanner en fait les featurettes qui disent tout a été tourné en vrai, etc. Tu vois, sauf la sucette qui tient qui est en CGI, tu vois, et ça c'est plutôt drôle parce qu'en fait ça parodie ce que t'as vu sur internet quand ils essayent de faire de la promo des films d'action de Tom Cruise ou des trucs comme ça, quoi. Ça c'est marrant, tu vois. Bon, pourquoi c'est pas dans le film en fait, ce genre de truc, c'est ça qui est fou, quoi, tu vois. C'est que voilà, donc la promo du film est un peu plus marrante que le film en lui-même, enfin beaucoup plus marrante même, puisqu'en fait le film n'est pas marrant. Et je pense qu'on va arrêter la casse ici. Hein. Rafik Djoumi, je sais pas, toi t'as un peu dormi aussi. À la toute fin, justement le moment où du hibou, là où je comprenais plus rien. Je te rassure, moi j'ai pas dormi, je comprenais rien non plus. Voilà, je suis un vieux du Muppet Show, moi, donc faut que je dorme à un moment donné. Bon, si vous voulez faire votre idée, c'est vrai qu'on diffuse ce podcast un tout petit peu avant parce que 15 août oblige et tout. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être dû le dire en entrée de jeu, mais en fait on spoil comme des cochons, mais vous le savez, hein, si vous nous écoutez. Et si vous voulez vous faire une idée, en fait, y a-t-il un flic pour sauver le monde ? C'est le titre français de cette suite remake, séquelle, reboot, on n'a pas tellement spoilé l'enquête policière, qui est absolument essentielle. Hein, ouais. Mais donc voilà, si vous voulez vous faire votre idée, ça sort le 13 août en salle. Voilà. Et puis en fait, mais bon, nous on vous conseille de revoir on vous conseille de vous retaper. Voilà, c'est ressorti en 4K, hein, le premier. Little Nicky et Va te faire foutre Freddy. Ah voilà, ça c'est des vraies comédies. Tu vois, voilà. Merci Rafik. En plus, il y a Ozzy Osbourne qui vient de mourir. Ouais. Et référence, tu vois, Little Nicky, il était absolument majestueux dedans. il était à l'aune du film entier. C'est ça. Voilà. Ça, c'est des films on a rigolé quand on les avait vus en salle ensemble. Va te faire foutre Freddy, on l'a pas vu en salle puisqu'il n'est pas sorti en salle. On l'a vu parce qu'il avait eu un Razzie Awards de la pire comédie de l'année. On s'est dit, ça doit être un chef-d'œuvre. Ça nous a donné envie, et évidemment, c'était un chef-d'œuvre. Voilà. Et Little Nicky, c'est le dernier film qu'on a vu ensemble au XXe siècle. Voilà, en se disant, en ayant conscience que c'était le dernier film qu'on verrait dans ce millénaire. Écoute, à l'heure où on enregistre, il y a une comédie qui sort sur Netflix. À la fin de la semaine, là, vous l'aurez peut-être vu si ça vous intéresse, c'est la suite de Termina Golf. D'accord. Pareil, 30 ans après, hein, tu vois, Happy Gilmore, voilà. Donc voilà, moi ça me fait un peu rigoler, Termina Golf, mais parce que moi j'aime bien Adam Sandler de cette époque-là, quoi. Donc voilà, mais je pense que ça va piquer. Ça va piquer, tout autant que ce reboot, Legacy Sequel, sequel, remake, peu importe ce que c'est, quoi. Voilà. Merci Rafik. Merci Steph. Voilà, merci Alain, merci Alain. Merci Alain. Merci à vous tous qui nous suivez. Je pense que ça va être la dernière fois qu'on va se substituer à Ça le temps pour un film. On reviendra à la rentrée avec les films d'actualité. Ouais. Et en attendant, on vous remercie encore une fois de nous suivre. Voilà, de nous soutenir. De nous soutenir. De liker nos contenus, de partager et de s'abonner en fait sur YouTube. C'est important quand même de s'abonner à notre chaîne. Pour nous, ça nous donne plus de visibilité, sur ce grand média qui est YouTube.
ce grand média impitoyable. Voilà. Donc merci à vous tous. Et puis on quand se vous dit à contribuez, vous recevez aussi une newsletter qui vous permet de ne pas passer à côté des événements qu'on organise ici et là, parce qu'on en a quelques-uns. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc merci à tous et à bientôt.